Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. À la veille de la session de printemps du Conseil national, j'ai à mes côtés le président du Conseil national afin d'évoquer quelques sujets d'actualité. Laurent Nouvion, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir ici même au sein du Conseil national. Merci à vous et à toute l'équipe, comme d'habitude. Alors nous allons commencer, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, par cette urgence absolue, Oui. celle de la sécurité. Au vu du climat international, de ces récents événements, le Conseil national travaille sur un projet de loi dédié à la sécurité nationale du pays. Tout à fait, il a été déposé début décembre et nous avons appliqué une procédure un peu particulière parce que c'est un texte particulier, parce que vous l'avez dit, il y a une urgence. Malheureusement, ras-le-play depuis les semaines passées par ce qui s'est passé à Bruxelles. J'étais moi-même à Bruxelles avec un certain nombre d'élus au mois de février dernier et je suis passé par la gare, je suis passé par l'aéroport et on pense tous à sa famille et à leur famille et à tout ce qui s'est passé. Manifestement, nous avons une responsabilité en tant qu'élus de mener à bien ce projet de loi, à la fois en respectant la partie je dirais, la défense des respects de la personne individuelle, des droits individuels, bien sûr, mais également une priorité absolue concernant le pacte politique à Monaco qui, comme vous le savez, met en avant la sécurité. Et il faut donner à nos forces de police et à la sûreté publique la possibilité d'échanger ces informations avec nos partenaires européens, et notamment français et italiens. Donc maintenant, il faut que ce projet de loi avance, ce qui est le cas. Nous avons mis en place des commissions plénières d'études à huis clos avec les représentants de la sûreté, de la justice, avec le représentant également du conseiller pour l'intérieur. Et tous les conseils nationaux ont pu poser leurs questions, les commissions de législation avancent. J'espère que ce texte sera voté dans les tout prochains jours du mois de juin. Il faut le voter, vraiment. Alors nous venons d'évoquer la sécurité de la principauté, la sécurité de la France, ce qui m'amène à vous parler de l'Union européenne et de ses négociations. Oui. Je crois, Monsieur le Président, que vous avez obtenu un groupe de travail. Oui, c'est extrêmement symptomatique parce que ces négociations avec l'Union européenne ce sont finalement des négociations à trois bandes. Ce que personne ne dit, mais c'est la réalité des faits et c'est la réalité en pratique. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu l'Union européenne, la Principauté de Monaco et la France, avec laquelle nous entretenons des relations tout à fait intimes et historiques. Et j'ai obtenu lors de la visite au Sénat début mars la création d'un groupe de travail qui sera mis en place et qui sera dirigé par notre ami M. Christophe Frassa, qui connaît bien Monaco, représentant des Français et sénateurs de l'étranger, et qui regardera effectivement et qui va nous aider dans le cadre de ces négociations. À chaque fois qu'il y a une négociation, nous sommes aujourd'hui dans une phase de négociation institutionnelle entre la délégation de l'exécutif, du gouvernement, qui négocie pour la principauté, et la délégation de l'Union européenne. À chaque fois qu'elle a lieu, j'ai également obtenu que nous soyons informés en amont, c'est-à-dire avant que la négociation ait lieu et tout de suite après qu'elle ait eu lieu, que le Conseil national soit régulièrement informé. Les enjeux sont colossaux. Les enjeux sont colossaux et en termes pratiques, rien ne peut se faire avec l'Union européenne tant que la France n'est pas informée et ne nous aide pas également dans le cadre de ces négociations. C'est normal et je crois que ça fait partie aussi de nos intérêts et de nos intérêts stratégiques. Donc sachez que sur le plan politique, nous sommes très vigilants sur la défense des professions réglementées, de la priorité nationale, de son application parce que nous avons des équilibres fragiles à Monaco et que nous voulons préserver à tout prix. Et ça n'est pas négociable. Voilà. Donc ça fait aussi partie de notre engagement politique et c'est ce que nous avons, c'est également la mission que nous avons reçue des compatriotes lors des élections de février 2013. Et moi, je ne l'oublie pas et je n'oublie rien. Je le leur dois et j'ai des comptes à leur rendre. Moi et les gens qui me soutiennent au sein de la majorité, les légitimistes. Et des négociations qui se poursuivront bien évidemment avec le gouvernement princier, vous venez de le dire. Absolument. Un gouvernement qui est mené aujourd'hui par un tout nouveau ministre d'État, Serge Tel, qui assistera justement à sa première séance publique. Vous l'avez déjà rencontré. Comment se sont passés ces premiers échanges ? Écoutez, ce changement de ministre d'État, nous connaissons le contexte bien malheureusement dans lequel
il est intervenu. Je connais M. Tell, effectivement, j'entretiens avec lui des rapports tout à fait cordiaux et constructifs. C'est un homme ouvert, c'est un homme qui a une vision pour Monaco, c'est un homme qui a parfaitement compris les enjeux de Monaco sous la direction et sous l'autorité du prince souverain. Et je crois que nous commençons à voir, malgré le contexte quelque peu politicien qu'il a connu depuis son arrivée, un certain nombre d'avancées dans la façon de travailler, la démarche commune entre le Conseil national et le gouvernement sur les échanges, sur l'avancée d'un certain nombre de textes. On en reparlera sur les différents textes de cette session. Et surtout, je pense que c'est une démarche nouvelle dans la mesure où il m'a été permis de lire les déclarations du ministre qui considère que pour avoir un État fort, il faut que le gouvernement soit fort et le Conseil national soit fort aussi. Et ça, c'est une nouvelle approche, une nouvelle démarche que je salue. Je regrette et je suis bien navré que le ministre d'État ait eu à faire un certain nombre de déclarations politiciennes depuis 2 mois, depuis son arrivée, concernant ce qui se passe au Conseil national en interne. Et je crois que pour l'image de la Haute Assemblée, c'est bien dommageable. Voilà. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Sachez qu'en ce qui me concerne, nous nous voyons très régulièrement, également avec le vice-président et le président de la Commission des Finances, et parce que j'ai souhaité, en plein accord avec le ministre, mettre en place des réunions régulières, directes, pour parler de tous les sujets sans aucun tabou. Voilà. Je crois que ça nous permet d'avancer. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants pour descendre finalement de quelques étages où nous attendent les différents rapporteurs. Nous découvrirons la vie parlementaire et nous écouterons avec attention les expressions libres et nous nous retrouverons pour la deuxième partie de cette interview. Au mois de janvier, 29 étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers ont été reçus au Conseil national. L'occasion pour les élus de présenter les relations institutionnelles et le fonctionnement de la Haute Assemblée. À l'occasion de sa première visite officielle à la Haute Assemblée, le 3 février, le ministre d'État, Serge Tell, s'est entretenu en audience privée avec Laurent Nouvion, le président du Conseil national. Dans le cadre de la prise de ses fonctions, le ministre d'État a rappelé l'importance de la bonne entente entre les deux institutions afin d'œuvrer sur les grands dossiers en cours et Laurent Nouvion a quant à lui exprimé son souhait de travailler à ses côtés à la réussite des grands défis du pays. Les élèves fonctionnaires stagiaires de la promotion 2015-2016 ont été reçus au début du mois de mars au Conseil national. Le rôle des institutions de la principauté et le fonctionnement de la Haute Assemblée ont été présentés aux élèves de l'administration monégasque. Accompagné par une délégation, le président du Conseil national, Laurent Nouvion, s'est rendu au mois de mars à Paris, au Sénat. Un déplacement qui avait pour objectif de faire avancer des sujets fondamentaux pour l'avenir de Monaco, tels que les négociations entre la Principauté et l'Union européenne, le projet de loi sur la préservation de la sécurité nationale, la prochaine mise en place du télétravail entre les deux pays ou encore la situation des Français à Monaco. À la fin du mois de mars, la 30e promotion des lieutenants et la 45e promotion des 29 élèves agents de police de la Sûreté publique de Monaco ont été reçus au Conseil national. Intégrés au mois de septembre 2014 et en exercice depuis 2015, ces élèves compléteront à l'issue de leur formation les 540 effectifs que compte à ce jour la Sûreté publique. Lors de ce rendez-vous au Conseil national, il a été rappelé le rôle déterminant que joue la Sûreté publique en termes de sécurité à Monaco et le soutien que porte le Conseil national à l'action de la police monégasque, notamment dans le cadre des nouveaux défis et des nouvelles formes de délinquance qui touchent le territoire. La conférence de presse du mois d'avril du Conseil national a présenté les sujets d'actualité et les thématiques des futurs projets de loi qui seront à l'ordre du jour de la session de printemps. Au cœur des débats, des dossiers liés au travail, au patrimoine et à l'urbanisation, tels que le projet de loi d'extension en mer, la loi sur la sécurité, le projet de loi sur les médicaments, le pré-étudiant, le télétravail ou encore la modification du dernier article sur le règlement intérieur.
Nous avons donc rejoint le grand hémicycle. J'ai à mes côtés Christian Barry-Larraud. Bonjour. Bonjour Vanessa. Nous allons évoquer ensemble le projet de loi concernant l'aide d'État aux prêts étudiants. Peut-on dire finalement que ce projet de loi est complémentaire au programme déjà existant? Oui, c'est un complément, mais c'est un complément important. C'est je le rappelle, un engagement programmatique de la majorité Horizon Monaco. On s'était rendu compte pendant la campagne qu'il manquait cruellement d'une aide ou d'un outil financier pour permettre aux étudiants de nationalité monégasque de pouvoir financer leurs études quand ces études étaient onéreuses. Donc aujourd'hui, ce projet de loi traduit notre proposition de loi numéro 212 que la majorité a déposée en juin 2014 et qui revient sous forme de projet de loi. Est-ce que finalement, je peux dire que l'État finalement se porte garant pour ce prêt étudiant? Je crois que vous devez le dire, parce que c'est la vérité. L'État est caution de ce prêt et en même temps, il s'engage à payer les intérêts qui sont associés à ce prêt. Donc les étudiants n'auront à rembourser que le capital qu'ils auront emprunté auprès d'un établissement financier de la place. Donc en effet, l'État intervient comme un facilitateur. Il est là pour aider l'étudiant à trouver un moyen auprès d'une banque pour un prêt qui lui permettra de financer ses études, quel que soit le montant de ses études. Donc si ce projet de loi finalement est voté lors de cette séance publique, il sera mis en place à quel moment? Alors, je pense franchement que ce projet de loi sera voté lors de la séance publique, puisque je le rappelle, il avait été sous forme de proposition de loi voté à l'unanimité des 24 élus que nous sommes, donc majorité, minorité, donc c'est quand même la preuve que c'est un outil qui est utile pour l'ensemble des compatriotes. Et une fois que les arrêtés ministériels seront signés par le gouvernement, la loi votée pourra être mise en place. Et j'espère vraiment que ça sera à la rentrée universitaire 2016-2017. Il y a urgence. Les étudiants monégasques attendent ce projet de loi avec une grande envie. Et j'espère que donc en septembre, on pourra être opérationnel. Jacques Ritt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission spéciale en charge de la modification de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national. Tout d'abord, peut-on revenir sur l'adoption de ce nouveau règlement intérieur? L'adoption du règlement intérieur passe par le contrôle de sa conformité et c'est le rôle du tribunal suprême, conformité par rapport à notre Constitution. Donc en juin, nous étions satisfaits qu'il y ait une grande partie des articles qui ait passé cet examen, somme toute. Et nous avions encore 3 ou 4. La deuxième session en représentant les articles non validés, non conformes, s'est déroulée cet automne. Et à cette occasion, lorsque le tribunal suprême a rendu son jugement, un seul article a été déclaré non conforme. Donc un sur plus d'une centaine. Néanmoins, le règlement intérieur ne peut être complet qu'avec cet article, puis c'est un article qui a son importance, d'abord parce qu'il y a du nouveau dans cet article par rapport à l'ancien règlement intérieur. Il s'agit donc de l'article 7 du nouveau règlement intérieur, et cet article traite effectivement ou règle le problème alors d'abord un problème très grave, celui des décès ou des démissions de président ou de vice-président, et celui de l'empêchement définitif. L'empêchement simple est traité dans un autre article, mais l'empêchement définitif est une notion nouvelle dans le règlement intérieur qui se rapproche, entre autres, un petit peu de l'impeachment anglo-saxon. Là, cet article traite, en l'occurrence, de l'empêchement définitif de tout élu. Mais l'empêchement définitif d'un président ou d'un vice-président a des conséquences en matière de réélection qui sont différentes. Vous savez qu'il faut qu'au moins 4 élus ne soient plus dans les 24, qu'ils aient démissionné ou décédé ou empêché, mais
pour qu'il y ait une élection partielle, mais un président doit être réélu et un vice-président également. Donc cet article 7 traite de tous ces points. Donc c'est un article qui est assez technique dans la mesure où effectivement il fait référence à d'autres textes, essentiellement la loi d'organisation et de fonctionnement du Conseil national qui avait été votée en juin dernier. Vous venez également d'être élu rapporteur du projet de loi concernant la sécurité nationale. On vient longuement d'en parler avec le président. Finalement, ce texte représente-t-il une réelle urgence aujourd'hui ? Écoutez, je crois que vous dire le contraire, vous répondre le contraire aurait du mal à être crédible. Nous avons l'exemple tout récent de la France et de la loi sur le renseignement. Et vous savez que cette loi, donc, qui a été déposée devant l'Assemblée, je crois en septembre 2015, a été votée par l'Assemblée. Donc, elle n'a pu être promulguée qu'en septembre ou octobre, mais par rapport à son passage devant le Sénat, nous n'avons pas de Sénat, d'accord. Et également, devant le Conseil constitutionnel. C'est très peu pour une loi de... Donc elle a été gérée, ce projet a été géré avec une grande célérité. Je n'ai pas dit sévérité, hein, j'ai dit célérité, bien sûr. Donc il ne s'agit pas forcément de prendre modèle, mais les raisons qui amènent le gouvernement monégasque, ou qui ont amené le gouvernement monégasque à déposer ce projet de loi sur la sécurité, effectivement, sont assez proches de celles qui ont pu être celles du gouvernement français. Deux raisons. Bon, on va commencer par la raison forte, certainement les événements récents, la lutte et la prévention, l'anticipation des actions terroristes. Et la deuxième raison, qui est une raison peut-être qui revêt moins un caractère d'urgence, mais qui est très importante aussi, c'est somme toute la mise en conformité des textes et de la loi par rapport à des pratiques qui, au niveau des investigations techniques modernes, d'investigation entre autres, sont rentrées dans l'usage sans que la loi ait eu le temps de les rattraper. Merci Jacques Ritt pour cet éclairage. Je vous propose à présent de découvrir les expressions libres. Mes chers compatriotes, je souhaite vous parler de deux sujets. Un sujet gai et un sujet triste. Le sujet gai d'abord. Conformément à notre plateforme électorale, nous avons créé à Monaco un événement exceptionnel de nature à faire venir dans le pays des gens qui peut-être n'y seraient pas venus autrement. Et le 29 avril, il y aura la première nuit blanche de Monaco entre les jardins du casino et les plages du Larvoto. De 19h à 6h30 du matin, vous pourrez découvrir de la musique, des artistes de rue, de la vidéo, des performances selon votre bon désir. Et il y aura aussi donc l'Auditorium Régnier 3, le Grimaldi Forum, le Jardin japonais, le nouveau musée national, la Villa Saubert, et il y aura aussi un clin d'œil pour aller visiter le musée océanographique qui sera ouvert toute la nuit spécialement pour nous. Ça sera l'occasion de vraiment découvrir l'art contemporain dont déjà beaucoup à l'extérieur parlent, et j'espère que ce sera un grand succès dans lequel vous êtes tous conviés. Chers compatriotes, c'est avec un grand plaisir que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis élu de la majorité au titre de l'Union pour la Principauté et je suis actuellement vice-président de la Commission des intérêts sociaux et affaires diverses. Avant de vous faire part de 2-3 points qui me tiennent à cœur, j'aimerais d'abord rendre hommage à l'institution, au Conseil national, et particulièrement souligner le travail des permanents du Conseil national, ces fonctionnaires qui
dévouent leur carrière au fonctionnement de notre institution et qui souvent sont un peu dans l'ombre et dont le travail n'est pas suffisamment apprécié. Donc je profite de cette occasion pour les remercier de tout ce qu'ils font pour nous et pour l'institution et bien évidemment pour les Monégasques. Alors, au titre de la Commission des intérêts sociaux et affaires diverses, il est un projet qui est en cours d'étude et qui est celui du commerce électronique des médicaments. C'est un sujet qui, à mon sens, est d'importance puisqu'il permettra d'apporter une certaine modernisation des règlements, des législations qui gèrent à la fois l'économie et le commerce en principauté. Il faut savoir que comme toutes les officines en France, les officines monégasques, qui sont au nombre de 16, donc un chiffre d'importance, connaissent elles aussi des difficultés et qu'il convient de leur permettre d'ouvrir leurs possibilités au commerce par les moyens modernes, à savoir la voie électronique des médicaments. Alors il est bien évident que tous les médicaments ne vont pas être commercialisés de cette façon. Cette possibilité sera offerte uniquement pour les médicaments non soumis à prescription médicale. Dans un souci de sécurité, bien évidemment, nous nous sommes assurés que les médicaments qui seront commercialisés sont des médicaments qui auront reçu le label Union européenne de façon à éviter l'écueil dont on voit récemment des traces dans la presse de la commercialisation de médicaments que l'on dit pas sûrs ou d'origine suspecte. Un engagement que nous prenons bien évidemment, c'est d'essayer dans les meilleurs délais et si possible pour la session de printemps de voter ce texte. Ce texte qui, vous l'aurez compris, aura pour principal souci de préserver la priorité nationale et bien évidemment de protéger les officines monégasques. Concernant les autres points qui nous tiennent à cœur et qui me tiennent particulièrement à cœur, je voulais vous parler également des travaux du groupe santé et du groupe Nouveau CHPG qui a pris naissance au sein de la Commission des intérêts sociaux et affaires diverses. Je crois qu'il est important de souligner que la construction d'un nouvel hôpital est un projet extrêmement ambitieux et engage l'avenir de la principauté, de la santé et des Monégasques pour de nombreuses années. Et qu'il faut non pas sous-estimer ce projet, mais le prendre à sa juste mesure. Il s'agit d'un projet qui, en termes d'importance, que ce soit sur le plan de l'investissement ou même des préoccupations sanitaires, est un projet qui est équivalent à celui d'Extension en mer. C'est un projet qui va coûter pas loin d'1 milliard d'euros, qui est un projet extrêmement ambitieux, et nous souhaitons, en tant qu'élus responsables, participer à son élaboration. Je crois qu'il est vraiment important que tous nous soyons consultés, nous puissions donner notre avis, non pas tant pour en modifier le programme technique détaillé qui a été arrêté par notre souverain, mais parce que dans sa réalisation, il y a certainement des points qui peuvent être encore améliorés, reconsidérés. J'en prends pour exemple la décision de construire la 4e tour du nouvel hôpital, décision qui finalement a été prise à la suite des échanges que nous avons eus entre le groupe de travail sur le nouvel hôpital, le gouvernement et la direction du centre hospitalier. Je crois que c'est là un des exemples les plus parlants de ce que l'on peut obtenir lorsque nos institutions, le Conseil national d'une part et le gouvernement de l'autre, travaillent ensemble dans un intérêt commun. Donc enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est là aussi dans un souci de modernisation de l'appareil législatif, c'est les droits du patient et le consentement aux soins. Nous sommes dans l'attente du dépôt par le gouvernement d'un projet de loi sur le consentement aux soins et l'information du patient. Bien évidemment, ce texte est à mon sens primordial puisqu'il permettra de faire évoluer les textes réglementaires et le droit fondamentaux du patient en principauté. Et puis à côté de ça, je voudrais également souligner une des avancées qui a été obtenue dans le cadre de cette mandature, qui est la création d'unités de soins palliatifs dès l'actuel hôpital, qui sera une unité certes de taille modeste, mais qui permettra de jeter les bases du fonctionnement de cette unité, qui va permettre dans le nouvel hôpital la réalisation d'une unité de soins palliatifs
digne de ce nom et qui permettra aux Monégasques d'être accueillis dans des bonnes conditions. En corollaire, évidemment, de la création de cette unité de soins palliatifs, je pense que là aussi, dans un souci de modernisation et d'adaptation des textes législatifs monégasques, il nous faut réfléchir à l'élaboration d'une proposition de loi qui aura pour objet essentiel la promotion des soins palliatifs, des soins palliatifs s'entendant donner les moyens au corps médical, aux établissements de santé, d'accueillir les patients dans de bonnes conditions et de leur apporter les soins, le confort et l'intérêt qu'ils méritent. Et je crois que Monaco, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, se doit d'être à la pointe et en avance sur un certain nombre d'autres pays. Donc voilà 3 sujets qui doivent retenir toute notre attention. J'ai profité évidemment de cette émission pour vous faire part de mon sentiment, vous donner notre envie à tous d'avancer pour le bien-être de nos compatriotes et je vous remercie de votre attention. J'en viens maintenant à un sujet beaucoup plus triste et beaucoup plus préoccupant, qui pourrait sembler aux yeux de beaucoup comme un serpent de mer, voire même le monstre du Loch Ness. Je veux parler de la loi de préservation du patrimoine national. Ce projet de loi est parti de la mandature précédente en 2010 et nous avons trouvé sur notre bureau, en arrivant en 2013, un projet de loi ectoplasme qui consistait à dire de façon subliminale « Chers élus, le patrimoine, c'est notre problème, votez la loi, mais le gouvernement procédera par ordonnance pour les destructions et les constructions. » Or, le patrimoine, c'est le cœur de l'attractivité du pays. C'est le cœur de l'attractivité du pays et surtout, ça concerne non seulement nous aujourd'hui, non seulement l'histoire, mais aussi les générations futures. N'oublions pas l'adage, nous héritons du patrimoine de nos parents et nous empruntons le patrimoine des générations futures. Alors, que s'est-il passé depuis 2013 ? La commission Culture et Patrimoine a auditionné une quarantaine de sachants et d'experts pour se faire une philosophie de ce qu'est la préservation du patrimoine. Et de fait, nous avons avancé dans ce sujet, au point que, au mois de mai 2015, nous avons transmis au gouvernement un projet de loi amendé et moderne. Mais depuis, ça fait 1 an pratiquement, comme Seuran, nous ne voyons rien venir. Et ce, malgré 4 rencontres spécifiques avec le ministre d'État au mois de novembre, car l'objectif commun, gouvernement, Conseil national, était de passer ce projet de loi à la prochaine législature. Et depuis, plus rien. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de créer un institut de patrimoine sous l'autorité directe du ministre d'État, car il s'agit d'une question transverse qui soit capable d'orienter le gouvernement sur la politique patrimoniale où à la fois il s'agit de préserver le passé. En effet, si l'histoire n'éclaire pas l'avenir, nous allons droit dans la nuit. Et en même temps, il s'agit de développer le pays. Cette anecdote, mais importante, sur la transmission. Quand une famille, les experts nous disent, veut absolument donner aux enfants l'éducation, les règles, la culture, plus cette partie est importante, moins le développement de la personnalité est important. Pour le patrimoine, c'est pareil. Il s'agit de trouver le bon milieu entre la préservation de l'histoire, de nos traditions et la nécessaire modernité pour le développement du pays. Et depuis, rien. Que dis-je rien? Au contraire, des opérations de destruction, des opérations de construction se passent et le gouvernement avance à la vitesse de la limace et voudrait que nous, au Conseil national, nous avancions à la vitesse d'une Formule 1 pour désaffecter les rares terrains qui restent encore pour le développement du pays. Cela pose une question. En effet, tout se passe qui, comme toujours, des tacons poursuivent des tacons, comme si on voulait
repriser une dentelle. Le patrimoine demande autre chose. Non seulement il doit préserver le passé, mais valoriser l'avenir. Voilà pourquoi l'Institut de patrimoine est quelque chose d'important. On ne pourra se contenter d'une ENSAT Canada Dry qui en aurait la saveur, mais pas du tout le fond. Et l'Institut du patrimoine, c'est notre navigateur pour mer agitée. En effet, les tenants de l'histoire veulent avancer et les tenants de la modernité veulent lui barrer la route. Où placer le curseur? Ce n'est pas nous qui sommes les mieux placés. Il faut qu'il y ait des sachants et des experts qui éclairent le gouvernement. Voilà pourquoi l'Institut du patrimoine est quelque chose qu'on ne peut négliger. Je vous remercie. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de faire un point à mi-mandat et d'exposer aux Monégasques le travail fourni par la majorité Horizon Monaco au sein du Conseil national. Oui, la majorité est au travail. Nous avançons pas à pas et nous n'avons jamais trahi nos engagements initiaux. Et même si certains d'entre nous ont choisi un autre chemin, à 2 ans de la fin du mandat, nous avons réussi à faire bouger les lignes et à faire aboutir de nombreux dossiers. En février 2013, nous nous sommes engagés autour de Laurent Nouvion sur l'idée d'un pacte passé avec vous. Un pacte, c'est extrêmement important. Nous devons respecter la parole donnée et surtout la confiance que vous avez mise en nous. Nous travaillons depuis 3 ans avec l'idée de remplir uniquement les engagements que nous avons passés avec vous. Parallèlement à un bilan législatif, le travail des élus s'est aussi tourné sur des avancées sociales. Nous avons pu accélérer la mise en place d'un plan numérique dans les écoles. Nous avons obtenu la carte de bus gratuite pour les enfants scolarisés sur Monaco et fait pression pour la mise en place d'une navette au service de nos aînés de la Fondation d'Hector Otto. Sans oublier les rendez-vous trimestriels avec la SBM et le gouvernement. Sous l'impulsion de la majorité, 2 observatoires ont été créés, celui du commerce et de l'industrie, qui vont participer à l'effort économique de Monaco. Nous avons défendu aussi, plus que toute autre majorité, la priorité nationale, que ce soit avec la création de la cellule de veille ou en soutenant de nombreuses candidatures de Monégasques auprès de la SBM ou ailleurs. Quant à l'Union européenne, nous sommes engagés à peser auprès du gouvernement pour que nos particularismes soient préservés. Et ça, c'est très important. Nos particularismes, c'est aussi tenir un rythme de construction de logements domaniaux qui vont permettre à chacun d'entre vous d'être traité convenablement. Mais pas n'importe comment. Et c'est pour ça que nous avons une vision urbanistique quartier par quartier, avec notamment la construction d'opérations intermédiaires qui vont permettre de nous donner entre 30 et 90 logements. Vous le verrez, de nombreux dossiers avancent. Je citerai l'Angelin avec ses 133 logements, Testimonio 156, sans oublier la Villa del Sol et surtout le grand défi Ida. S'agissant de la politique de préemption et d'achat, elle a été largement impulsée par la majorité actuelle. Résultat, plus de 100 logements acquis en 2 ans. Pour terminer, je rappelle qu'en 3 ans de mandature, 25 lois ont été adoptées, ce qui permet d'alléger le nombre de textes en souffrance au Conseil national. 7 propositions ont été adoptées, dont 3 transformées par le gouvernement. Vos élus sont donc au travail, aux côtés de Laurent Nouvion, pour faire réussir Monaco. Chers compatriotes, les déchirements de la majorité nous ont placés dans la situation unique de choisir celui qui sera le prochain président de notre Assemblée. Christophe Stener nous semble le mieux à même de représenter le Conseil national pour terminer la législature. Nous vous avions déjà averti lors de la campagne électorale de 2013. Le mépris dont a fait l'objet la minorité, l'incapacité de M. Nouvion à fédérer ses propres troupes, la pauvreté inimaginable du bilan législatif, sa gestion personnelle et catastrophique de dossiers importants comme l'extension en mer, sa technique de dresser les Monégasques les uns contre les autres sont les principales raisons qui nous ont amenés à faire ce choix. Une majorité de la majorité partage aujourd'hui ce triste constat, bien tardivement puisque déjà 3 années ont été gaspillées. Nous n'avons demandé aucune contrepartie pour ce vote et nous n'en avons accepté aucune. Monaco doit être plus moderne, plus juste, plus respectueux de son environnement et plus en phase avec son temps. L'amendement budgétaire doit être rétabli. Toutes les recettes et toutes les dépenses publiques doivent être soumises au vote des conseillers nationaux, comme le demande notre Constitution. L'usine d'incinération ne doit pas être reconstruite à 20 mètres du futur collège. Nos propositions de loi visent à éliminer les discriminations entre Monégasques en proposant un pacte de vie commune, en réformant le statut du chef de foyer et en proposant un mandat de protection future pour nos aînés. Gageons que notre insistance et notre force de conviction vis-à-vis de la nouvelle équipe de la majorité du Conseil national
nous permettra d'avancer sur ces dossiers dans les 2 ans qui restent. Chers compatriotes, à l'aube d'un changement probable à la tête du Conseil national, Renaissance tient à rappeler que nous avons déposé 2 propositions de loi. La première, sur la représentation des salariés au sein des conseils d'administration. La seconde, qui nous tient particulièrement à cœur, sur la réglementation du travail de nuit. Cette proposition concerne un grand nombre d'entre vous. Professionnels de la santé, de la restauration, de l'hôtellerie, de la sécurité ou encore des casinos, vous êtes tous concernés. Aujourd'hui, Renaissance souhaite que cette proposition soit rapidement étudiée, afin que la pénibilité du travail de nuit soit enfin reconnue à sa juste valeur, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Encadrer le travail de nuit serait une avancée économique et sociale majeure pour Monaco. Renaissance vous remercie. Monsieur le Président, nous allons reprendre cet entretien en ouvrant un large dossier d'actualité. Revenons dans un premier temps sur un grand projet qui intéresse les Monégasques, celui de l'extension en mer. Nous avions fait un point il y a quelques mois. Où en est-on aujourd'hui? Oui, c'est le projet, un fondateur important des 10 ou 15 ans qui viennent. Bien entendu, il va être à l'ordre du jour de la fin de la session législative de printemps, fin juin. C'est un projet absolument central. Nous avons, et j'ai souhaité l'organiser et le faire avancer avec des mesures assez radicales et volontaires, malgré les attaques que j'ai subies, sur 3 plans. Le premier, c'est le plan législatif, juridique. C'est-à-dire que la loi qui a été déposée en septembre dernier au Conseil national ne nous paraissait pas suffisamment structurée et bien écrite pour protéger l'ensemble des opérateurs, à commencer également par l'État, la principauté. Je vous rappelle que cette loi peut faire l'objet de recours un jour ou l'autre et que nous avons souhaité modifier quelque peu l'exposé des motifs ainsi que les 3 articles qu'elle compose. Donc nous avons eu des réunions avec nos consultants et ceux du gouvernement, très longues réunions que nous avons préparées et je pense que ça va vraisemblablement déboucher sur un geste politique du gouvernement qui va retirer ce projet de loi et le redéposer avec un certain nombre de modifications substantielles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième axe sur lequel j'ai souhaité développer et avancer, c'est le traité. J'avais dit dès le mois de juillet dernier, dès le mois d'octobre dernier, dans ce fameux budget rectificatif, que le traité serait évolutif et qu'il y aurait des avenants. C'est le cas. On m'avait répondu non. Nous nous apercevons 6 mois après que, eh bien oui, ce traité va être évolutif, il va évoluer. C'est bien naturel sur un projet de cette importance. Ça nous a été démontré lors des 2 commissions plénières d'études que nous avons tenues au mois de mars et au tout début du mois d'avril. Et également, lors de ces commissions plénières, nous avons beaucoup parlé des garanties financières, puisque c'est essentiel. C'est essentiel pour la viabilité de ce projet, où les opérateurs ont souhaité s'autofinancer eux-mêmes, puisque ça nous a été dit et informé. Et ce financement se passera onshore à Monaco. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et 3e axe essentiel, les fameuses contreparties. Ces contreparties, elles s'organisent sur 2 axes, des contreparties politiques et puis ce que j'appellerais des contreparties de vision globale. La première, les contreparties de vision globale, c'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait une vision de cette extension en mer du yacht club jusqu'au méridien. Alors, l'extension en elle-même, mais également un sentier littoral pour l'ensemble des résidents et bien entendu surtout pour nos compatriotes, une rénovation du Larvoto, un certain nombre d'évolutions même autour du jardin qui est prévu, un port particulier, des équipements pour la jeunesse et une réflexion vraisemblablement sur le Fairmont aussi, et je l'ai dit, sur le Larvoto. Donc c'est une vision d'ensemble. Je crois que comme on ne va pas s'y reprendre à 20 fois, il faut essayer de tout calculer ensemble. Et là, la deuxième chose, le deuxième axe des contreparties, ce sont des contreparties politiques
qui correspondent aux demandes de nos compatriotes en matière sociale, en matière domaniale, près de 80 demandes par an, ça a été reconnu par tout le monde, à commencer par la plus haute autorité, et que dès 2021, 2022, 2023, il faut que le gouvernement, dans le cadre de la présentation de ce projet au mois de juin, arrive avec des éléments tangibles, des programmes de construction domaniaux, avec une démarche urbanistique par quartier aussi. Je crois que ça fait partie d'un tout. Et c'est ma demande, et c'est également la demande des élus qui me soutiennent et qui sont tout à fait tenus et qui savent ce que c'est que l'engagement politique et l'engagement que les compatriotes nous ont donné, que la mission que les compatriotes nous ont donnée en février 2013. Voilà, c'est important. Un autre sujet qui vous préoccupe également, Monsieur le Président, la qualité de vie en principauté. Oui. Vous aviez demandé une table ronde avec différentes autorités françaises. Une demande finalement qui semble s'être achevée par un statu quo. Peut-on l'expliquer? Oui, c'est un grand regret. J'ai obtenu cette table ronde, vous vous souvenez, avec malgré des demandes très appuyées depuis le mois d'octobre dernier. J'avais même commencé au mois de juin dernier. Finalement, je l'ai obtenu de haute lutte de la part du précédent ministre d'État. Cette table ronde a été annulée début février parce qu'un certain nombre d'élus des communes limitrophes n'ont pas apprécié les propos qui ont été tenus par certains membres élus de la majorité de l'époque, dont M. Poirier, ce que je regrette. Et donc, ayant repris mon bâton de pèlerin, je pense que ce sujet est absolument essentiel, il est central. Il faut qu'on étudie toutes les pistes et j'espère que cette table ronde se tiendra dans les semaines et les mois qui viennent avec les élus concernés. Et si ce n'est pas le cas, j'irai, je l'ai déjà dit, j'ai déjà commencé, moi, dans chaque mairie et des communes limitrophes, voir les maires et également le président du conseil général pour qu'on puisse avancer sur un certain nombre de sujets. On ne peut pas, c'est central, c'est vital. C'est vital pour les Monégasques, pour les résidents, et pour les gens qui aiment Monaco et qui vivent à Monaco. Le problème des chantiers, des nuisances, est un problème qui nous mine au quotidien. Alors, oui, il faut des chantiers, c'est source de croissance et de bonne santé de nos finances publiques et de notre activité financière et économique, dont j'en suis le premier content. Mais il faut raison garder et il faut véritablement planifier tout cela et encadrer tout ça. Et également l'accès à Monaco. Le télétravail dont vous avez parlé est également une piste, mais ça n'est pas la seule. Il faut étudier toutes les pistes. Il ne faut faire l'économie d'aucune réflexion dans ce domaine. Alors nous venons d'évoquer deux grands sujets d'actualité, mais j'imagine et je sais qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels les élus travaillent au quotidien. Oui, dans le cadre de cette séance législative, alors d'abord on va terminer enfin l'étude du règlement intérieur. Il y a eu la loi qui a été votée et le règlement intérieur qui fait l'objet toujours de remarques du tribunal suprême. Le tribunal suprême a fait très peu de remarques, mais une dernière, et nous devions en tenir compte. Donc ça va être voté ce soir et enfin la loi organique du Conseil national sera validée. Et le règlement intérieur également, son application, c'est très important. Je suis très fier de cette loi, puisque depuis 12 ans, elle était restée dans les limbes, et M. Ritt aussi qui l'a portée. Et également, il y aura un texte sur les médicaments qui prend en compte toutes les nouvelles normes en matière d'e-commerce qui empêchaient un certain nombre de compatriotes pharmaciens de pouvoir écouler les produits et certains produits pharmaceutiques, donc ça c'est important. Également, un engagement programmatique par le prêt étudiant que porte M. Barry-Larraud, qui est véritablement une proposition de loi transformée en projet qui nous tient à cœur, parce que le meilleur investissement, c'est bien entendu nos jeunes et c'est l'avenir. Donc je crois que l'État, ça y est, on s'est entendu sur le modus operandi, et ça c'est une chose absolument essentielle que j'attends vraiment. Le télétravail aussi, on a travaillé beaucoup avec le conseiller de tutelle sur ce sujet, et nous souhaitons que ce projet de loi de télétravail qui a été, je vous le rappelle, voté par l'Assemblée nationale fin décembre et qui sera voté par le Sénat fin avril, puisse être voté à la Haute Assemblée à Monaco, j'espère, avant la mi-juin. Mais nous souhaitons, là encore, que le processus soit clarifié, soit le plus facile possible pour les chefs d'entreprise, de façon à ce qu'il puisse être un succès, et que tout ça ne soit pas entaché d'un certain nombre de difficultés d'application. D'où les délais que nous avons pris, et également une procédure particulière, puisque le conseiller de tutelle est venu au Conseil national déjà 2 fois
dans le cadre de la Commission des affaires sociales, voilà, sur ce sujet. Donc vous voyez beaucoup de projets. Et puis, je n'oublie pas le projet de loi sur la sécurité qui, j'espère, sera voté dans cette session de printemps également. Et le non patronymique qui a avancé, nous avons reçu une réponse dans les tout premiers jours de la fin de la semaine dernière, enfin la fin de la semaine dernière. Donc ça aussi, ça avance parce que Madame Fresco-Rolfo est très concernée par ce projet. Voilà. Avant de se quitter, Monsieur le Président, je me permets de vous poser une dernière question. Oui. L'élection du Président aura lieu à l'occasion de l'ouverture de ces débats. Les Monégasques savent que le climat est délétère. Sans revenir réellement sur la polémique, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, je suis très serein. Je suis très serein parce que je ne vous cache pas que je suis un garçon normalement constitué et que ça m'affecte. Bien entendu, ce sont des compagnons de route. Je crois que M. Steiner a souhaité prendre ma place, pour employer une appellation tout à fait claire. Et bien sûr, je suis affecté par cela parce que nous sommes véritablement dans une démonstration, une conspiration, un complot qui consiste à vouloir m'attaquer personnellement, me mettre en cause sans vraiment de raison. D'ailleurs, ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas énormément de raisons, si ce n'est de me mettre en cause en me disant que parfois je suis trop autocrate et d'autres fois je suis trop souple. Je crois que ça fait 3 ans que j'ai exercé ces fonctions avec le meilleur de moi-même. Je suis un humain normalement constitué. J'ai fait effectivement quelques erreurs. C'est tout à fait normal et légitime. Mais je crois que je n'ai pas démérité. Et en tous les cas, c'est aux Monégasques à juger de cela. C'est important. Nous avons eu un engagement, nous avons porté une liste, j'ai porté une liste, nous avons porté un projet politique en février 2013 avec, je dirais, des engagements précis. Et aujourd'hui, certains prennent le risque d'affaiblir le Conseil national, de le diviser, alors que des enjeux essentiels se présentent à nous, notamment avec l'Union européenne, avec l'extension en mer, mais également avec des enjeux pour le XXIe siècle, pour la principauté. Et je ne trouve pas ça très raisonnable, je ne trouve ça même totalement irresponsable. Je suis un homme d'honneur, je n'ai qu'une parole, et je suis très étonné que le respect de la parole donnée ne soit pas le principe de ce qu'aujourd'hui peut être considéré comme mes adversaires. Mais j'ai confiance dans les élus qui sont auprès de moi, les légitimistes qui me soutiennent. Et je crois qu'une attaque contre ma personne n'est pas un projet. Je crois qu'ils veulent se mettre eux-mêmes en scène, en place. Ça n'est pas non plus une ambition tout à fait intéressante. Et qu'enfin, je pense qu'ils prendront la responsabilité devant la représentation nationale, devant le gouvernement, d'affaiblir ce Conseil national, de porter atteinte à sa dignité, ce qui n'a jamais été le cas dans le cours d'une législature, en tous les cas de cette façon-là. Et surtout, ils prendront le risque d'ouvrir une campagne électorale dès le lendemain de ce scrutin. Car quels que soient les résultats du scrutin, le Conseil national sera divisé pour des questions de personnes. Et je ne trouve pas ça digne de notre statut d'élu, puisque notre statut nous dépasse. Nous devons des comptes aux Monégasques qui nous ont élus. Et ça, c'est sacré et on ne devrait pas y toucher. Voilà. Si on a des problèmes entre nous, on débat entre nous, ce que l'on ne m'a pas donné la possibilité de faire, puisque ça fait 6 mois que les élus concernés ne viennent pas dans les réunions et n'ont pas voulu débattre avec moi pour m'isoler, pour ensuite m'accuser de diriger le Conseil national seul. Ça n'est pas très cohérent et surtout ça n'est pas très raisonnable. Je crois qu'il y a des échéances dans moins de 2 ans. Les principales échéances électorales, les Monégasques jugeront. En tous les cas, en ce qui me concerne, quels que soient les résultats de ce scrutin, je serai au travail, au Conseil national, le 28 avril au matin, et ça ne changera rien.
Merci Monsieur le Président de nous avoir reçus ici même au sein du Conseil national. Merci à toute l'équipe, comme d'habitude, et votre gentillesse et votre efficacité, votre professionnalisme. Merci. Merci. Et je vous rappelle que le 27 avril aura lieu la séance publique concernant la session de printemps du Conseil national, à suivre en direct et en intégralité sur Monaco Info. Merci de nous avoir suivis.